Bonjour, bienvenue au Face à Face, l'émission en direct et interactive de France Asso Santé PACA, qui vous propose des interviews, des débats en direct. Donc n'hésitez pas à participer avec nous de façon interactive sur cette émission. Pour cette première, nous inaugurons un nouveau format pour la Journée européenne de vos droits en santé. Sylvia, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur cette journée? Oui, alors le 18 avril, c'est la date officielle de la Journée européenne de vos droits en santé. Elle est née sous l'impulsion du mouvement citoyen européen Active Citizenship Network. Et c'est l'occasion, en fait, de faire découvrir au travers de manifestations locales un petit peu dans toute la France, organisées par les représentants associatifs au sein des établissements de santé, les droits en santé qui nous concernent tous, tant individuellement que collectivement. À cette occasion, France Asso Santé PACA vous a proposé donc aujourd'hui, dans cette émission, une discussion autour de la thématique des non-recours aux soins, qui sont donc les renoncement aux soins, refus de soins et report de soins. Merci Sylvia. Du coup, avant de débuter ce face-à-face, où vous pourrez poser toutes vos questions en direct sur le chat qui est sur votre côté droit, nous sommes allés sur le terrain interviewer des experts-chercheurs qui travaillent sur la thématique du jour. L'Observatoire des non-recours aux droits et services, l'ODENOR, nous a accordé une interview exclusive qui va nous permettre de mieux comprendre. En sciences sociales, la notion de non-recours est utilisée pour qualifier des situations dans lesquelles des personnes ne bénéficient pas d'offres, de droits ou de services auxquels elles pourraient prétendre. Lorsqu'on parle de non-recours aux soins, on porte le regard sur des situations dans lesquelles des personnes pourraient théoriquement prétendre à des soins, mais qui, dans les faits et en tout état de cause, ne bénéficient pas de ces soins. Cette notion de non-recours, elle me paraît intéressante pour comprendre le rapport qu'entretiennent des personnes avec des soins et plus globalement d'ailleurs, on pourrait dire avec des offres de santé, parce qu'on peut penser à des soins curatifs, mais aussi à des offres de prévention. Donc cette notion de non-recours, elle nous permet de comprendre le rapport qu'entretiennent les personnes avec des soins, avec des offres en santé. Par rapport, j'entends le fait que des personnes pratiquent les soins de manière différenciée. Tout le monde n'utilise pas les soins, les offres de la même manière. Tout le monde n'y a pas accès de la même manière à ces soins, à ces offres. Mais on peut aussi se dire qu'il y a des personnes qui, parfois, ne veulent pas entrer dans certaines offres, ne veulent pas recourir à certains soins, ne veulent pas se tourner vers certains professionnels. Finalement, la notion de non-recours, elle permet à la fois de questionner l'accessibilité des soins, l'accessibilité des offres en santé, mais elle permet aussi, me semble-t-il, d'aller comprendre les raisons, effectivement, qui vont aussi amener des personnes à se détourner de certains soins, de certaines offres, parfois volontairement. Donc ce n'est pas seulement une question d'accès, c'est aussi une question d'acceptabilité des soins, d'acceptabilité des offres. Et c'est en ça que la notion est intéressante, parce qu'elle vient vraiment parler des interactions entre des personnes qui ont des besoins de soins et un système de santé qui répond à certaines de ces situations et pas à d'autres. Ce qui est aussi peut-être important de dire, c'est que des typologies ont été construites sur le non-recours. Elles peuvent être utiles pour caractériser les situations de non-recours en termes de durée, en termes d'intensité, mais également pour les caractériser en fonction des facteurs explicatifs sous-jacents. Toutes les situations de non-recours ne s'expliquent pas de la même manière. Et il est intéressant de noter qu'on peut tenir compte de facteurs qui sont à la fois relatifs aux soins en eux-mêmes, aux offres qui sont proposées,
Mais les facteurs explicatifs du non-recours, ils sont aussi du côté des personnes, de leur perception de certains soins, de leur représentation de certains soins, de leurs expériences par rapport au système de santé, par rapport aux professionnels, de la nature, de la relation entretenue avec ces professionnels, avec ce système de soins. Donc finalement, le non-recours, il peut se comprendre à l'aune de facteurs qui sont relatifs aux personnes, aux soins, aux offres, mais aussi à la manière dont tout ça est organisé, aux pratiques aussi des professionnels. Donc il me semble que c'est vraiment important de porter le regard sur la diversité de ces facteurs, de voir aussi comment ces facteurs vont s'articuler les uns avec les autres. La typologie qu'on utilise souvent pour expliciter les différentes formes du non-recours, c'est celle qu'on a construite à l'Odénor, où on va distinguer 4 grandes formes de non-recours. La première forme, c'est le non-recours par non-connaissance des personnes qui ne connaissent pas certaines offres de soins, de prévention, ou qui vont méconnaître les structures, les professionnels qui pourraient réaliser les soins, qui pourraient dispenser les offres. Ça renvoie notamment au manque d'informations, à la complexité aussi du système de soins et plus globalement de protection maladie. Une autre forme de non-recours qui nous intéressera et dont on reparlera un petit peu plus tard, c'est le non-recours par non-réception. Des personnes vont adresser une demande par rapport à un besoin de soins, mais ne vont pas être reçues par rapport à ce besoin. Leur demande ne va pas être considérée, prise en considération par les professionnels, par le système. Ça, c'est une forme qui est intéressante parce qu'elle renvoie notamment à la question des refus de soins dont font l'objet certaines catégories de la population. On peut aussi penser, et je m'en arrêterai là pour cette première partie, au non-recours bien sûr par non-demande. Ce qu'on appelle dans la typologie de l'Odénor le non-recours par non-demande, c'est vraiment le fait que des personnes savent que certains soins existent, elles ont conscience d'avoir des besoins et elles ont conscience qu'elles pourraient demander certains soins, mais elles ne le font pas de manière peut-être finalement plus volontaire. Ça peut être lié au fait que des personnes vont craindre peut-être d'être stigmatisées en demandant certains soins, d'être stigmatisées dans les relations avec les professionnels parce que elles ont certains comportements. Donc on est là dans un type de non-recours par non-demande qui peut aussi s'expliquer par le fait que des personnes n'ont pas toujours conscience de certains symptômes, ne perçoivent pas toujours certains de leurs besoins et de ce fait-là ne vont pas adresser de demande au système de santé. Nous retrouverons Elena Reville tout au long de cette émission pour approfondir certains points. Et afin de débuter ce premier face-à-face, nous accueillons notre investigatrice du jour, qui est donc Michèle Thiboudian, présidente de France Asso Santé PACA. Elle sera face à face avec Madame Yolande Eskenazi, chef de pôle régional PACA Corse du Défenseur des droits. N'hésitez pas tout au long de l'émission aussi à utiliser le chat pour poser vos questions. Michèle, c'est à vous. Si vous pouvez rentrer sur scène, on vous attend. Bonjour à tous et à toutes. Contente de vous retrouver pour cette première émission Face France Asso Santé à face, en vous regardant droit dans les yeux. J'ai le plaisir aujourd'hui d'échanger avec Madame Eskenazi, chef de pôle Sud pour le Défenseur des droits. Qu'est-ce que le Défenseur des droits? C'est une autorité administrative indépendante créée en 2011. Le Défenseur des droits est nommé par le président de la République, irrévocable, pour une durée de 6 ans. Quelle est sa mission? Il est chargé de défendre le droit des usagers face aux administrations.
Il dispose également de prérogatives particulières en matière de promotion des droits de l'enfant, de lutte contre les discriminations, du respect de la déontologie des activités de sécurité. Madame Eskenazi, pouvez-vous nous dire quelles sont les actions menées par le défenseur des droits dans la région sud sur les refus de soins? Madame Eskenazi va arriver, elle a des petits problèmes de connexion. Ne vous inquiétez pas, c'est les joies du direct. Voilà Madame Eskenazi qui nous a rejoint. Est-ce que vous m'entendez? Avec un grand plaisir, oui, Madame Eskenazi. Bon, alors, écoutez, je crois que je vais garder le son, mais pas forcément l'image, excusez-moi, mais ça facilitera la bande passante. Et l'essentiel, c'est que nous puissions échanger. D'abord, merci de m'accueillir dans cet échange. Je pense que c'est vraiment des questions importantes. On est sur un droit fondamental. Vous m'avez questionné sur notre action en matière de refus de soins. J'ai envie de vous répondre de manière plus large au départ, notre action dans un domaine relatif à la santé, parce que cette question-là sur la santé, elle traverse l'ensemble de nos domaines de compétences que vous avez rappelé, c'est-à-dire que la relation entre l'usager et le service public. Nous allons pouvoir, comme nous le sommes par ailleurs sur d'autres sujets, être saisis parce qu'un usager rencontre des difficultés avec l'assurance maladie, des difficultés de remboursement, ne comprend pas la décision, il y a des délais de réponse. Vous voyez, après des premières démarches, il est tout à fait possible qu'on vienne vers nous. Et ça me fait dire une première chose importante, c'est que là, notre action, elle s'inscrit dans la médiation, c'est-à-dire nous avons des correspondants, nous travaillons par exemple avec la CPAM, l'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et c'est parce que justement on va être en relation, qu'on va donner une chance à la médiation, que nous pourrons faciliter les choses et en même temps aussi les pacifier. Ça peut être un problème à l'hôpital, ça peut être une question de dossier, de difficulté d'accès au dossier médical, de violation du secret professionnel, d'une décision abusive d'un établissement. Ça peut être des erreurs médicales, ça peut être dans les EHPAD, par exemple, des difficultés d'accès aux soins d'hygiène, voire de la maltraitance. Mais plus largement, la question des défaillances du service public de la santé, je pense notamment aux déserts médicaux, et on verra qu'en période Covid, ça a aussi un impact. Ça peut être aussi en direction de publics particuliers. Je pense par exemple à la question croisée entre droit à la santé et droits fondamentaux des étrangers. Actuellement, par exemple, des difficultés dans les premières demandes d'admission au séjour pour raison médicale ou des difficultés de renouvellement de titres qui vont avoir des impacts de manière générale sur les droits sociaux et la précarité des personnes, mais aussi sur leur santé, ou des choses comme la fermeture du refuge solidaire et le local technique des Maraudes dédié aux exilés de Briançon. Là encore, vous avez des impacts. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que la question du refus des soins est une, et je vais la préciser, mais c'est l'ensemble, et on voit que dans notre mission notamment de relation entre l'usager et le service public, il y a des choses à regarder, il y a des choses à faire ensemble. Ça peut être aussi au niveau de notre mission de protection des droits de l'enfant et de leur intérêt supérieur. Je pense aux mineurs non accompagnés, mais je pense en ce moment à un sujet qui n'arrête pas de remonter autour de la prise en charge, par exemple, pédopsychiatrique, avec encore beaucoup d'enfants de 13-14 ans qui se sont retrouvés dans un secteur adulte. Pour vous donner un exemple, je pourrais en prendre tellement d'autres. Alors, zoomons quand même sur la question que vous me posez du refus de soins. Vous pourrez aller là vers des pratiques illégales dites discriminatoires, des refus de soins à l'hôpital, mais des refus de soins de praticiens. La question, par exemple, je ne sais pas, je vais vous prendre un exemple, Raïm, il est bénéficiaire de l'AME, il demande un rendez-vous auprès, de son cardiologue, et on se rend compte que systématiquement, il est orienté vers l'hôpital, qu'il n'arrive pas à accéder à un rendez-vous. Ça, cette question des refus de soins par des praticiens, et en particulier sur certaines spécialités, nous l'avons eu, nous l'avons toujours.
Et c'est une question importante d'ailleurs pour donner de la visibilité, de la lisibilité. On a fait un testing auprès de plus de 1500 cabinets, 4500 rendez-vous pour voir si, par exemple, il y avait des refus de soins quand tout de suite on alléguait être bénéficiaire de dispositifs d'aide du type PME ou à l'époque CMUC ou ACS, aujourd'hui complémentaire santé solidaire. Et un cabinet sur 10 a refusé de recevoir les personnes bénéficiant de ces dispositifs. Donc, c'est une réalité qu'il faut voir et qu'il faut travailler. C'est un acte contraire à la déontologie et l'éthique médicale, mais en droit, ça a un nom. Ça s'appelle une discrimination. Et vous l'avez dit, nous sommes compétents pour répondre à des personnes victimes de discrimination. J'en profite aussi pour dire que l'état de santé, c'est un critère prohibé de discrimination en droit, c'est-à-dire si à un moment donné on est traité de façon moins favorable en lien avec son état de santé, dans des domaines prévus par la loi comme l'emploi par exemple, ça relève d'une discrimination et c'est le deuxième motif pour lequel nous sommes fortement saisis. Alors sur les refus de soins, là je prenais un exemple individuel en ayant bien compris que l'exemple de Raïm, c'est celui de beaucoup d'autres. Et puis, je peux prendre des questions plus de pratique. Par exemple, France Association Santé, avec la Fédération des acteurs de la solidarité et Médecins du Monde, vous nous avez saisis, vous nous avez interpellés au niveau national pour nous souligner des mentions discriminatoires sur les sites des rendez-vous médicaux. Donc, nous avons regardé, nous avons enquêté. Il faut que vous ayez à l'esprit que nous avons des pouvoirs d'enquête importants, même de vérification, d'audition, de demande d'explication. Le secret professionnel ne nous est pas imposé, pareil sur le secret médical. Donc voilà, on a des pouvoirs pour chercher à comprendre. Et si je prends cet exemple des plateformes et des sites médicaux, nous avons regardé et oui, nous avons vu qu'il y avait des pratiques et qu'il y avait ces mentions qui étaient illégales et nous avons fait des recommandations. Et là, vous voyez, tout à l'heure, je parlais de la médiation et de l'importance de la médiation. Là, on est dans des recommandations. Peut-être des fois, d'ailleurs, on peut présenter des observations devant des juridictions. Et les recommandations, on a fait l'objet d'une décision cadre que je pourrais mettre à votre disposition. Là, je n'ai pas le temps parce que on a pas mal de questions ensemble, donc je ne peux pas rentrer dans le détail, mais on a dit un certain nombre de choses qu'il fallait dire à ces plateformes. Et j'ai envie de dire que agir en droit par le droit, c'est notre vocation, donc avoir cette action protectrice, mais ça ne va pas passer que par la répression. Et ça ne peut pas passer que par la répression. Il faut allier, faire respecter son droit avec s'informer, sensibiliser, avoir des actions de prévention, évoluer dans ses pratiques. Et vous voyez, si je reste dans cette question des refus de soins, face à tout ce qui nous est remonté, on a décidé d'aller sur un autre registre, la prévention. Et nous avons par exemple publié 2 petits guides, 2 petits dépliants, l'un à destination des usagers pour leur dire agir contre les refus de soins et leur donner un certain nombre de billes, si j'ose le dire comme ça, et l'autre avec des fiches pratiques à destination des professionnels, c'est-à-dire qu'il faut coupler la question de rétablir son droit, et nous sommes là aussi pour aider à le faire, avec avancer ensemble sur ces sujets-là, et vous nous trouverez aussi à vos côtés. Alors, il y a plein d'autres sujets dont on peut parler, mais je ne vais pas m'attarder. Merci beaucoup de ce développement large qui nous conforte dans notre idée qu'on peut travailler ensemble et s'appuyer sur vous quand on a des situations à faire remonter. Je suppose que l'ensemble des documents dont vous venez de parler, on les trouve sur votre site. Oui, puis je les ai même envoyés, donc on pourra les diffuser et on pourrait même faire des actions de sensibilisation. Il n'y a pas de souci. On vous remercie. Au niveau des refus de soins, est-ce que vous avez quelques données chiffrées, une idée de comment se positionne notre région par rapport à d'autres régions de France?
J'ai peu de visibilité au niveau statistique pour une raison simple, c'est qu'on n'est pas outillé pour. Donc c'est plus du qualitatif. De manière générale, au niveau national, 10% des saisines concernent la santé, donc c'est quand même important. Oui. 9% sur des questions de discrimination. On a par exemple 80 dossiers en cours en ce moment ou récents sur les questions de refus de soins. Si je vous donne aussi un indicateur sur plus de 100 000 réclamations adressées au siège et à nos délégués, vous en avez près de 2000 qui s'inscrivent dans le secteur de la santé, donc sur ce que je disais, des dysfonctionnements parcours de soins, qualité, etc. Donc voilà, donc ça vous donne un peu une idée. Territorialement, j'ai envie de dire quand même que par rapport à ce qu'on peut voir de manière générale dans les saisines directement transmises aux défenseurs des droits, c'est-à-dire aux services centraux, j'ai envie de dire que localement, on est quand même peu saisi, ou en tout cas insuffisamment saisi des refus de soins discriminatoires. Et je pense que peut-être qu'il y a un travail de notoriété. Donc, merci de m'avoir invité, merci de me donner l'occasion de le dire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'organise ensemble. Hein. On voit bien quand même que aussi des manques de coordination d'acteurs, y compris sur les territoires, ça ne favorise pas la remontée de situations dans lesquelles on pourrait se saisir. Et donc, à contrario, ça veut dire que plus on se parle et plus on pourra se dire un certain nombre de choses. Avec un grand plaisir et une grande efficacité. Est-ce que vous avez eu l'impression que pendant la crise Covid, vous avez eu une accélération, une amplification ou des spécificités au refus de soins? Les deux, c'est-à-dire, alors, de manière générale, et ça ne vaut pas évidemment sur la question uniquement des soins ou de la santé, mais ça a un impact. On voit bien que là, en ce moment, je mesure de plus en plus à quel point la crise accentue certaines difficultés d'accès aux droits, de manière générale. Donc, avec des impacts, là, je viens d'avoir cette semaine des réunions d'échange avec nos délégués qui sont sur le terrain. Et vraiment, franchement, ils sont en train de nous remonter une vraie détresse que vous connaissez tout aussi bien, si ce n'est encore plus. Voilà. Que nous, et donc, voilà. Et puis, du coup, il y a du retard qui est pris, il y a des lenteurs qui sont prises dans les décisions, et tout ça, c'est en train de faire boule de neige, on sent la tension monter. Ensuite, il y a des sujets qui existaient, qui reviennent ou qui sont encore plus importants. Donc, ce que je disais, des plateformes d'information, des prises de rendez-vous en ligne, des dossiers médicalement partagés, du développement du numérique en santé avec la télémédecine. Vous voyez, ben, évidemment que la crise sanitaire, elle donne une accélération au passage par cette question de numérisation, de dématérialisation. Et avec elle, il y a du bon et il y a du mauvais. Et forcément, et donc on a pu être saisi de plus en plus sur des questions de cette nature-là, des questions aussi de respect du secret médical, du fait de la complexité des systèmes, et notamment ce que j'étais en train de dire de la démultiplication des services de santé dématérialisés, des questions aussi territorialement un peu de différence. Hein, et puis, bon, après, il y a des sujets très spécifiques. Par exemple, dès le départ, on avait demandé la fermeture des centres de rétention administrative. Il y avait clairement un problème. Vous voyez, ça, c'est un sujet spécifique en matière de crise sanitaire. La question des refus de vaccination opposés à des personnes qui résident dans un autre département que celui pour lequel il veut accéder à la vaccination. Ça, c'est des choses aussi qui sont plus… On a bien connu ça. On a aussi lutté contre ça. Et il faut le dire quand même, c'est on a pu s'entendre avec quand même l'agence régionale pour faire admettre que ce n'était pas admissible, qu'on pouvait se faire vacciner là où on le souhaitait et là où il y avait des vaccins. Donc, c'est vrai que c'est un sujet commun. On a nous aussi, puisque c'est notre vocation. Vous savez, ce qui est intéressant et ce qui est important, c'est d'avoir plusieurs registres à l'action. C'est comme ça qu'on arrive à faire bouger des lignes. Hein. Et donc là, par exemple, on a adressé des courriers au ministre de la Santé concernant ces difficultés rencontrées sur la vaccination. Évidemment qu'on demande que la stratégie de vaccination soit affinée pour adopter des mesures correctives pour lutter contre d'éventuels effets qui pourraient s'appeler discrimination, en tout cas pour garantir l'accès au droit. Il y avait la question aussi, par exemple, de la carte vitale. Hein. Dès le départ, on a demandé à ce que on ne mentionne pas parmi les documents obligatoires le fait, pour se faire vacciner, d'avoir la carte vitale, parce que ça va exclure d'autres personnes. Vous voyez, il y a des choses aussi, c'est intéressant et important de se le dire, qui vont être dans des pratiques qui apparemment sont neutres,
on ne voit pas l'incidence, mais qui vont par contre, dans les conséquences, créer des effets discriminatoires ou des ruptures de droits pour nos concitoyens. Justement, comment les associations d'usagers que nous représentons peuvent-elles rentrer en contact avec vos services de façon à ce que nous travaillions de manière conjointe et facilement? Alors, j'ai envie de parler local du coup, parce que vous pouvez rentrer en contact. On a un site internet dont on va donner les coordonnées. On a, comme tout le monde, la possibilité quand même d'être saisi par formulaire, d'envoyer un courrier au défenseur des droits, à la défenseur des droits, Claire Hédon, depuis juillet 2020, et c'est gratuit. Hein, on n'affranchit pas un courrier. Mais ce sur quoi j'ai envie d'insister, c'est la présence sur tout notre territoire régional de ce que j'appelle des délégués du défenseur des droits, qui sont des bénévoles qui travaillent avec nous et qui tiennent des permanences. Et on a vraiment fait au mieux et au maximum pour assurer, y compris dans ces périodes compliquées liées à la crise sanitaire, l'accueil du public, ou en tout cas le lien avec le public. Et nos délégués, ils tiennent des permanences, ils écoutent, ils regardent si ça peut relever de notre domaine de compétences, et ils ont une délégation pour traiter à l'amiable les situations. C'est pour ça aussi qu'il faut se parler, parce que plus on travaillera en lien et plus on peut traiter des choses à l'amiable, et je pense aussi avec le service public. Et donc, vous trouvez leurs coordonnées sur le site internet du Défenseur des droits, où vous mettez même contacter un délégué du Défenseur des droits, vous allez mettre Bouches-du-Rhône ou 13 et vous allez avoir concrètement la liste des permanences. Je pense qu'il existe des permanents dans tous les départements. Dans tous les départements, ils sont près d'une cinquantaine en région PACA, un tout petit peu moins, 19 par exemple dans les Bouches-du-Rhône. Et si je prends, j'aurais pu prendre d'autres endroits, hein, mais vous allez en avoir 9 à Marseille, ça veut dire un maillage territorial. Vous allez en avoir à Aix, à Salon, à Miramas, à Istres, à Arles, à Aubagne, La Ciotat, etc., etc. C'est-à-dire l'idée là, c'est d'être dans la proximité, c'est qu'il soit notre visage humain et que nous ne soyons pas une administration éthérée, si j'ai envie de dire, mais une administration accessible. Madame Eskenazi, on vous remercie de toutes ces précisions. C'est moi qui vous remercie. On a besoin de vous. Merci. Et nous aussi, on travaille mieux en plusieurs. En effet, merci Madame Eskenazi pour cette intervention. Merci Michel d'avoir fait cette animation de ce premier face-à-face. Nous allons à présent écouter une nouvelle vidéo pour enchaîner sur le refus de soins. La notion de refus de soins, elle vient qualifier des situations dans lesquelles des personnes demandent des soins mais ne les reçoivent pas. Ces situations renvoient à ce qu'on a appelé tout à l'heure du non-recours par non-réception. La notion de refus de soins, elle pourrait être utilisée dans de nombreuses situations, mais elle réfère souvent à l'heure actuelle au refus de soins dont font l'objet les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, l'ancienne couverture maladie universelle complémentaire et l'ancienne aide complémentaire santé qui ont fusionné dans un dispositif il y a quelques temps. Donc c'est vrai que cette notion de refus de soins, elle vient traduire le fait que des professionnels de santé ne reçoivent pas certaines catégories de patients, notamment en effet les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire. Alors il est important de dire que ce ne sont pas tous les professionnels de la santé qui refusent ces personnes. Bien entendu, beaucoup les acceptent, mais il est reconnu tout de même depuis pas mal d'années maintenant qu'une partie des bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire font l'objet de refus de soins. On peut peut-être aussi rappeler que les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, comme avant ceux de la CMUC et de l'ACS, doivent bénéficier du tiers payant intégral et ne peuvent pas faire l'objet de dépassement d'honoraires de la part des professionnels. Des travaux ont été menés sur le sujet des refus de soins par des chercheurs, par des acteurs associatifs, institutionnels,
Ces travaux, ils s'intéressent bien entendu souvent aux raisons qui vont amener des professionnels à refuser certains patients, et notamment des refus qui seraient liés à la nature de la protection maladie de ces personnes. Donc des travaux ont essayé de regarder ces raisons d'un petit peu plus près. On peut dire que les raisons, elles sont de différentes natures. Elles sont à la fois liées à des aspects pratiques, techniques, qui peuvent être le fait d'avoir peur pour un professionnel de la santé de ne pas être payé pour une consultation parce qu'il aura fait le tiers payant intégral. Il peut avoir peur d'être remboursé tardivement par les organismes d'assurance maladie obligatoire ou complémentaire. Donc ces aspects-là peuvent faire partie de l'explication du fait de refuser certains patients, mais on voit aussi dans les travaux qui ont été menés sur le sujet que le phénomène peut être lié à des représentations sur certaines catégories de la population, à des représentations concernant les populations précaires et leur comportement de soins. On peut voir aussi que ce peut être lié à des valeurs, le fait que les professionnels de santé peuvent considérer qu'il faut payer une partie du soin, donc des professionnels qui ne veulent pas faire le tiers payant intégral. On ne va pas rentrer dans le détail de ces raisons, Beaucoup de travaux existent et les mettent en exergue et on peut s'y référer. Je pense notamment aux travaux du fonds CMUC, aux travaux de Médecins du Monde, aux travaux d'une chercheuse qui est Caroline Després. Ce qui peut nous intéresser aussi, c'est qu'est-ce qui se passe du coup pour les personnes qui sont victimes de refus de soins. On a fait il y a quelque temps une enquête auprès de 101 bénéficiaires de la CMUC, lorsqu'elle existait encore. La moitié de ces 101 bénéficiaires avaient déjà expérimenté au moins un refus de prise en soin ou une autre situation allant à l'encontre de la réception pleine et entière des droits. Parce que ces situations, parfois effectivement, c'est des professionnels qui refusent de recevoir les personnes, donc qui ne les prennent pas en soin, mais on voit aussi d'autres types de situations. Des professionnels qui vont effectivement faire payer les personnes, qui vont leur demander de faire des avances de frais. Donc c'est un ensemble de situations qui se cachent finalement derrière cette notion de refus de soins. La moitié des 101 bénéficiaires interrogés avaient donc été victimes d'au moins une situation de ce type. Et ce qu'on peut noter, c'est qu'aucun de ces bénéficiaires n'avait signalé le problème. 2 personnes avaient osé dire quelque chose aux professionnels de la santé. Les autres avaient finalement intériorisé quelque part le fait que quand on est bénéficiaire de ce type de prestations, il est possible qu'on nous refuse des soins. Les personnes disaient en quelque sorte, ça fait partie du jeu. Et donc, les personnes avaient intériorisé ça, donc soit se sentaient impuissantes par rapport à ces situations, elles n'osaient pas revendiquer leurs droits, elles n'osaient pas en fait dire quelque chose parce qu'elles n'étaient pas complètement certaines d'ailleurs d'être dans leurs droits. Et une autre partie des personnes finalement contournaient le problème. Elles avaient accepté le fait que ça puisse arriver et donc du coup elles évitaient certaines offres de soins, notamment les offres en secteur 2, les offres privées. Elles essayaient de se faire conseiller sur les professionnels qui ne refusent pas ou qui n'ont pas de traitement discriminant à l'égard des bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire. Donc, au bout du compte, les personnes, ce qu'on remarquait, c'est qu'elles n'utilisaient que partiellement le système de soins, alors que théoriquement, elles avaient et elles ont le droit de l'utiliser comme toute personne en France. À présent, nous allons accueillir Monsieur Mathieu Le Gouic, représentant l'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et Michel Tchiboudjian, qui va revenir également sur scène pour ce deuxième entretien face à face. Bonjour Monsieur Le Gouic. Et bonjour Michel, c'est à vous. Bonjour Monsieur Le Gouic. Comme Sylvia vient de le préciser, vous êtes sous-directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Et vous êtes certainement tout à fait au courant
du nombre de problématiques et de saisines du médiateur de la CPAM sur les soins ou les refus ou autres difficultés d'accès aux soins. Alors d'abord, merci de l'invitation, parce que je pense que le sujet est passionnant, il est multiforme, il est complexe aussi, et ce que vient de dire le laboratoire Odenor sur notamment l'intériorisation du refus de soins est quelque chose qui montre la complexité, qui montre la manière dont les gens peuvent vivre ce genre de situation. Alors, sur les problématiques, si vous voulez, de refus de soins, pour situer un petit peu la médiation de l'assurance maladie, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est une médiation, quelque chose de maintenant qu'on connaît un petit peu, qui est intervenu dans la sphère publique il y a maintenant une trentaine d'années, un peu sur les modèles scandinaves, et qui, en gros, est un système qui est destiné, en quelque sorte, à arrondir les angles tranchants de la réglementation, à permettre dans certaines situations où la situation personnelle de l'intéressé est tellement complexe que finalement, elle ne rentre pas forcément dans les clous, de trouver des solutions. Donc, je dirais que c'est vraiment mettre de l'huile dans les rouages. Alors, au niveau national, sur la médiation de l'assurance maladie, pour vous donner une idée, c'est les chiffres 2018, les chiffres 2019 sont légèrement supérieurs. On est à 30 605 saisies. Donc, on voit quand même que ce sont des volumes qui sont assez considérables. Et par contre, quand on rentre dans le détail, on s'aperçoit, mais ça correspondait à ce que disait Elena Reville tout à l'heure, que sur le refus de soins, au sens strict, sur ces 30 000 saisies de la médiation assurance maladie, il y a simplement 603 signalements pour les refus de soins. Et on parle bien d'un refus de soins avec toute la difficulté qui est à caractériser. Et sur ces 603 signalements de soins au niveau national, il y en a 408 qui ont été considérés effectivement comme véritablement révélateurs d'un refus de soins, avec tout ce que ça veut dire, une discrimination, une infraction à la loi, etc. On voit donc que les données qu'on a sont des données qui ont tendance à montrer que le phénomène semble petit, mais qu'en fait, il est certainement, et je rebondis très volontiers sur ce qu'a dit Elena Reville, c'est que la réalité du chiffre est certainement très, très largement supérieure à ce qu'on peut avoir, nous, en termes de traçabilité dans l'activité du médiateur. Pour la région, on est à 71 signalements, donc le refus de soins, je parle bien que des refus de soins, et on a identifié, donc toujours sur la même année, on a identifié 45 cas avérés. Donc on voit que les ratios et les proportions sont à peu près conformes à ce qu'on peut trouver, au niveau national. Après, je pense que il y a des refus de soins qui ne s'avouent pas, qu'on va retrouver plus loin dans d'autres dispositifs. On parlera de la PSIDAS et de la mission d'accompagnement en santé, parce qu'on va les retrouver en fait dans un report de soins. En fait, l'origine du report de soins, ça a été un refus, ou un non-recours aux soins. Et là aussi, l'origine du non-recours aux soins, ça a été au départ un refus de soins. Donc je crois qu'il ne faut pas se tromper sur la réalité du phénomène, que je préfère pas qualifier de manière morale, parce qu'il y a quand même des choses qui sont parfois particulièrement choquantes. Donc voilà un petit peu ce qu'on a, nous, comme chiffres, mais qui, je vous le dis, et comme on le dit en criminalité, il y a ce qu'on appelle le dark number, le chiffre noir, c'est-à-dire toutes les infractions qui ne sont jamais dénoncées. Le refus de soins est un phénomène qui est un phénomène certain et qui représente certainement des volumes bien au-delà des données dont on peut disposer. Est-ce que vous avez remarqué que pendant la période Covid, des particularités ou une amplification des difficultés d'accès aux soins? Alors, on a plusieurs indicateurs. Le premier indicateur qu'on a, qui est un indicateur qui est rapide, efficace, pertinent, c'est qu'on a surveillé, par exemple, pendant la durée du premier confinement, le nombre de consommation de consultations de santé. Tout simplement. C'est-à-dire que nous, on sait dans les bases combien on a remboursé de consultations de santé, que ce soit des consultations généralistes ou que ce soit des consultations de spécialistes. Et très clairement, mars, avril, mai et jusqu'à juin, on a constaté une vraie diminution du nombre de consultations. Alors, lié sans doute, quand on essaye de comprendre un petit peu pendant la première période de confinement, au fait que les gens ont préféré quand même globalement rester chez eux. Je ne rappelle pas les polémiques qu'il y a eu sur comment on se protège, comment on ne se protège pas, le masque, pas le masque, etc. Non, on a bien vécu. Voilà.
on a très clairement eu une chute des consommations de santé sur cette période-là. Et je vous dis, l'indicateur qui est vraiment très très net, on est à pratiquement moins 20% de consommation de consultations de santé sur cette période-là. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, mais vous l'avez vu, et là c'est d'autres indicateurs, si vous prenez ce qui a pu être fait en termes de suivi des cancers, on s'aperçoit que le nombre de détections de nouveaux cancers sur la période a chuté là aussi de manière extrêmement importante. Donc on voit bien qu'il y a eu des consultations qui ont été différées, des examens qui ont été différés, et que quelque part, à un moment donné, on n'a pas encore rattrapé, si vous voulez, le nombre qu'on devrait trouver normalement sur la base de séries statistiques qui sont des séries statistiques longues. Après, sur une autre problématique qui est celle des droits, qui sont quand même la base pour pouvoir accéder, c'est difficile aujourd'hui de dire s'il y a eu une chute ou pas, mais on parlera peut-être tout à l'heure des dispositifs C2S. En fait, il y a eu des prolongations automatiques de droits, 2 périodes de 3 mois. Donc ça contribue, si vous voulez, à brouiller l'analyse statistique aujourd'hui, parce que ces prolongations sont des prolongations qui ont été faites de manière administrative, je dirais, de manière massive. On a prolongé tout le monde de 3 mois sur les dispositifs C2S, par exemple. Donc il va falloir qu'on revienne à une année complète normale pour pouvoir avoir un peu de recul et de voir l'impact sur l'ouverture de droits elle-même. Merci de ces précisions. Est-ce que vous pourriez nous dire comment l'assurance maladie communique sur les dispositifs mis en place, type PFIDAS, complémentaire santé solidaire, pour faciliter l'accès aux soins et limiter les renoncements? Alors, si vous voulez, l'assurance maladie, elle a connu en gros deux grandes, enfin, parmi d'autres, bien sûr, mais elle a connu en gros 2 grandes périodes. La première période a été, je dirais, un petit peu la volonté d'universaliser au plus possible la couverture. Donc, c'est la CMU-C en 2000, puis la CMU-C complémentaire dans la même époque, où là, effectivement, on commençait à passer sur des régimes universels de manière à ce que les droits soient ouverts au plus grand nombre possible. Ça a continué en 2017 avec la PUMA, puis la C2S, et avec, depuis 2000, très très clairement, il y a une volonté forte de l'assurance maladie d'aller chercher les gens, et de ne pas simplement se contenter de gens qui viennent et qui remplissent leur dossier, qui demandent… Aller vers. C'est ça, c'est exactement ça, c'est aller vers. Pour vous donner une idée, moi, quand je suis arrivé à la Caisse primaire d'assurance maladie en 2011, on avait 220 000 bénéficiaires à l'époque de la CMU-C. Aujourd'hui, je vous donnerai les chiffres tout à l'heure, mais on est à plus de 300 000 bénéficiaires. Donc, on va effectivement chercher les gens. Alors, opération de mailing, contact téléphonique, courrier, SMS, tout ce que vous pouvez imaginer autour de ça. Ça, c'est pour la partie ouverture de droit. Sur la partie, et c'est un peu la deuxième phase de l'histoire de l'assurance maladie, on universalise des droits, on va chercher les gens pour ouvrir les droits. Et en écho avec ce qui a été dit par Odenor, on s'est aperçu quand même au bout d'un moment, et les associations que vous représentez tous ont été aussi un aiguillon, qu'il ne suffisait pas d'avoir des droits pour pouvoir faire des soins. Donc ça a été un constat un peu, je dirais, douloureux quelque part. Mais réel. Et bien réel, je ne le conteste pas du tout. Et on est passé, si vous voulez, d'une logique de droit à une logique d'accès à la santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre sujet, c'est comment est-ce qu'on repère des gens qui, pour les X raisons qui ont déjà été expliquées par Elena Reville et qui vont être expliquées encore pour la suite, ne recourent pas effectivement à un exercice. Premier point, je les repère. Deuxième point, comment je les accompagne. Donc, c'est le fameux programme PFIDAS, où globalement, sur la base d'une fiche de signalement, alors dressée soit à peu près à 50% par les agents des agences de l'assurance maladie, donc les agents d'accueil, et à peu près à 50% par des partenariats. Il nous dit, là, il y a un type qui vient, il me dit, il veut se faire soigner les dents, et il ne peut pas y arriver parce que ça coûte trop cher, parce qu'il est perdu, parce que, etc., etc. Et donc là, on a un dispositif qui est un dispositif d'accompagnement individualisé, c'est-à-dire qu'on prend en charge l'individu, et on fait 3 choses. On fait d'abord un diagnostic de ses droits. Est-ce que tous les droits sont bien ouverts? Et ça va assez loin puisque ça va. Est-ce qu'il a la mutuelle adaptée à son système et à sa situation de santé? Et après, on va l'aider à cheminer dans le système de soins. Alors, éventuellement même en prenant des rendez-vous à sa place, parce qu'il est évident que quand c'est l'assurance maladie qui appelle un médecin, il n'y a pas de refus de soins. Il faut quand même être un peu lucide sur le rapport de force qui existe à ce moment-là. Et donc, on va accompagner les gens pas à pas jusqu'à la réalisation effective du soin. Pour vous donner une idée un petit peu de ce qu'on fait aujourd'hui sur PACA en 2020, mais qui est une année où on était, par rapport à l'objectif,
En deçà, parce que crise sanitaire, etc. En PACA en 2020, donc c'est 4150 personnes qui ont été accompagnées et c'est à peu près 6000 renoncements aux soins qui ont été traités, parce qu'il y a en moyenne un renoncement et demi par personne. Quand on fait la statistique d'une manière globale, c'est souvent des gens qui arrivent qu'en même temps un problème de prothèse auditive et puis un problème dentaire ou un problème optique et un problème dentaire. Donc voilà, ça fait un peu plus effectivement d'un renoncement par personne. L'objectif initialement fixé au début de l'année 2020 était plutôt aux alentours de 7000 soins. Mais bon, la fermeture des accueils, la contrainte, on fait que. Alors, comment on communique là-dessus? On communique bien sûr par nos canaux habituels, c'est-à-dire Amélie, les affichages dans toutes les agences de l'assurance maladie. On a fortement sensibilisé les personnels. Et deux, surtout, on travaille avec notre réseau de partenariats. Au niveau de la caisse primaire des Bouches-du-Rhône, aujourd'hui, j'ai 300 partenaires autour de cette activité-là. Et bien sûr, on a besoin de vous pour porter cette chose-là, pour identifier, pour aller effectivement identifier des gens qui sont en difficulté pour réaliser effectivement les soins et pour pouvoir les faire rentrer dans ce dispositif et les faire rentrer. Vous voyez quand même que l'une des difficultés qu'on a, je vous le dis très, très humblement, hein, c'est qu'au démarrage de l'activité, et c'était vraiment un choix que j'assume, que l'assurance maladie assume, on a choisi de ne pas forcément faire une publicité démesurée, de manière à pouvoir monter un dispositif qui soit solide et de ne pas faire rentrer des gens dans un dispositif alors qu'on n'avait pas les moyens pour les traiter. Donc, on monte en charge, effectivement, si vous voulez, à la fois la communication, mais aussi la capacité du dispositif à traiter les situations. Et c'est pour ça aussi que sur les partenariats, on a commencé dans des proportions, je dirais, mesurées, en fonction des volumes qu'on pouvait traiter, et qu'on est petit à petit en train d'étendre, effectivement, pour nos partenaires, la possibilité de travailler avec nous et de nous signaler ces situations-là. Vous semblez dire que les associations d'usagers pourraient conventionner avec l'assurance maladie pour pouvoir orienter les usagers vers ces dispositifs? Alors, parfaitement, c'est effectivement un sillon qu'on n'a pas forcément creusé pour le moment, parce que historiquement, on avait un certain nombre de partenaires. Bon, je pense par exemple à des très gros partenaires, les passes hospitalières, hein, qui sont des très très gros pourvoyeurs, à la fois en termes d'ouverture de droit, parce qu'ils accueillent des gens, et puis la première chose qu'ils voient, c'est qu'il n'y a pas de droit, et puis qui ont aussi été ou pu être en sortie d'hospitalisation des orienteurs, des CCAS, enfin tout ce qu'on peut imaginer comme partenaires, avec qui on travaillait déjà depuis au moins 2011, quand je suis arrivé à la caisse primaire, pour les problématiques d'ouverture de droit. Donc on a, je dirais, un peu labouré le sillon des partenaires habituels, mais on est parfaitement ouvert aujourd'hui et en capacité d'aller au-delà vers d'autres partenaires. Et je pense qu'il y a un intérêt particulier, parce que comme je le disais tout à l'heure, vous allez avoir des situations de refus de soins qui ne portent pas leur nom, mais que moi, je vais pouvoir effectivement régler parce que, je vous le disais aussi tout à l'heure, lorsqu'on appelle un médecin en lui disant « Écoutez, ça serait bien de prendre un rendez-vous pour monsieur Untel, bonjour, c'est l'assurance maladie », le refus de soins, il n'y en a pas. Voilà. Donc, il y a aussi une capacité, et quelque part un peu le poids de l'assurance maladie qui permet de régler ces situations-là lorsque vous êtes amené à les rencontrer, vous, dans le cadre de vos dispositifs associatifs. Eh bien, écoutez, on vous prend au mot. On va commencer à travailler avec vous très sérieusement parce que ça correspond à notre éthique. Et c'est vrai qu'on aura des remontées de terrain à vous soumettre. Merci beaucoup, monsieur. Bien volontiers et merci beaucoup. Merci pour ce face-à-face. Nous allons écouter à nouveau Elena Reville de l'Aude-Nord qui va nous apporter des détails, cette fois sur le renoncement aux soins. Donc, on change un petit peu de sujet. La notion de renoncement aux soins renvoie au fait que des personnes ne réalisent pas des soins dont elles ressentent pourtant le besoin. Le renoncement peut être primaire. Autrement dit, les personnes n'adressent pas du tout de demande par rapport à un besoin. Ou le renoncement peut être secondaire. Les personnes vont adresser une demande par rapport à un besoin de soins, vont faire une consultation, mais ne vont pas poursuivre leur démarche dans les soins. Elles vont renoncer à des soins qui leur ont été prescrits lors de la consultation. Elles vont renoncer à faire certains examens. Elles vont renoncer à revenir en consultation avec le professionnel. C'est important de noter parce que finalement, ce que ça dit, c'est que le renoncement n'est pas seulement une problématique d'accès à des soins,
mais c'est aussi une problématique qui relève du maintien dans les soins. Si on revient à la typologie dont on a parlé tout à l'heure, on peut dire que le renoncement aux soins s'apparente plutôt au non-recours par non-demande, au sens où les personnes vont prendre la décision de ne pas réaliser un ou plusieurs soins dont elles ont besoin. Elles vont renoncer à faire des examens dont elles ont besoin, un ou plusieurs examens. Le renoncement n'est pas nécessairement total, et ce pour différentes raisons. Le fait de décider, ça ne veut pas pour autant dire que la décision, elle n'est pas subie par les personnes. Là encore, la question est celle des raisons sous-jacentes à cette décision de renoncer à un soin, à un acte médical dont on a pourtant besoin. On peut observer des grandes catégories de facteurs explicatifs du renoncement aux soins. On a une catégorie qui va être relative aux raisons financières, tout ce qui va avoir trait au reste à charge, à la difficulté de faire des avances de frais, au fait de ne pas savoir ce qu'on va devoir payer pour un soin ou pour un autre. Une autre grande catégorie de raisons, ce sont les raisons qu'on peut appeler temporelles. Le fait que les délais sont parfois très longs pour avoir des rendez-vous avec certains praticiens. Les raisons temporelles, c'est aussi le manque de disponibilité des personnes pour caler des rendez-vous médicaux dans des emplois du temps qui sont parfois très compliqués. Une autre catégorie de facteurs, c'est la relation finalement entre les patients et le système de soins. La relation que peuvent entretenir patients et soignants. On peut aussi penser aux craintes, aux peurs par rapport à certains types de soins. On peut bien sûr penser aussi aux raisons qu'on va appeler géographiques ou liées aux difficultés de mobilité vers les offres de soins. Là encore, ces grandes catégories de facteurs s'entremêlent. Le renoncement s'explique rarement par un seul de ces facteurs, mais c'est plusieurs effectivement de ces facteurs qui vont s'articuler encore une fois les uns avec les autres et qui vont expliquer la décision de renoncer. Si on avance aussi, encore un petit peu dans l'explication, on peut dire que le renoncement aux soins, comme d'autres formes de non-recours d'ailleurs, mérite d'être compris au regard des contextes actuels de vie des personnes, mais aussi au regard de leur trajectoire passée, que ce soit leur trajectoire par rapport à la maladie, aux soins, et plus globalement à leur trajectoire de vie. C'est intéressant d'aller chercher dans le passé ce qui peut aussi expliquer les décisions actuelles de renoncer à tel ou tel type de soins. Aujourd'hui, en France, on a des enquêtes qui nous disent qu'environ un quart des personnes qui sont interrogées sur le sujet du renoncement déclarent avoir renoncé à au moins un soin dans l'année qui a précédé cette interrogation. Donc, c'est un phénomène qui n'est pas marginal. Encore une fois, il est important de regarder les choses par type de soins. Les taux de renoncement sont plus élevés pour certains types de soins, notamment dentaires, optiques, les soins auditifs aussi. On observe aussi des taux importants de renoncement à des consultations spécialisées, notamment en ophtalmologie, en gynécologie. Et puis, avant de conclure sur ce point, peut-être dire qu'en fonction du type de soin, les raisons de renoncer varient et ne s'articulent pas de la même manière les unes avec les autres. À présent, nous allons accueillir notre troisième invité du jour, représentant la Mutualité Française Sud. Michel, c'est à vous. Bonjour, monsieur Jean-Paul Benoît. Vous êtes aujourd'hui président régional de la Mutualité Française Sud. Contrairement à son nom, mais on comprendra pourquoi, vous n'êtes pas une mutuelle, mais l'agrégation régionale de l'ensemble des mutuelles, et vous avez un rôle socle
Vous agissez pour défendre l'accès à la santé de tous, en nouant des partenariats avec d'autres acteurs de la santé, des institutionnels ou de la société civile. Vous êtes en lien étroit avec l'ensemble des mutuelles que vous fédérez et vous avez un rôle très important en matière de prévention et aussi en matière de démocratie sanitaire, puisque nous rencontrons souvent vos représentants dans les instances de démocratie sanitaire où ils siègent avec nous. Vous avez 3 missions: servir la société, servir le mutualisme et servir les mutuelles. Et je rajouterai une 4e mission: servir les usagers en santé. Quel est selon vous l'impact de la réforme 100% santé? Oui, merci de votre invitation. Alors, le 100% santé, moi le terme déjà me gêne. C'est un progrès. Voilà, alors, il y a un problème d'accès aux soins, ça a été dit notamment par Madame Reville. Il y a un problème financier d'accès aux soins. Il y a d'autres raisons du renoncement aux soins, mais il y a un problème financier qui est réel. Et ce problème financier, c'est le reste à charge. Et donc, tout ce qui peut réduire ce reste à charge est positif dans ce sens-là. Le problème, c'est qu'avec l'emphase de la communication politique, quand on parle 100% santé, on n'est pas loin de tromper les gens quand même. Moi, je dis parfois dans des réunions internes à la mutualité, donc vous ne le répéterez pas, mais pour moi, 100% santé, c'est une fake news. Quand on parle de la mesure que vient de réduction du reste à charge qui vient d'être mise en place, on parle d'une petite partie des soins, on parle de l'optique, du dentaire et des audioprothèses. Pour autant, les assurés sociaux, les mutualistes ont d'autres problèmes de reste à charge. Et donc, ils ne sont pas pris en charge à 100% pour leur santé. Ce n'est pas la réalité. Voilà. Et y compris sur ces 3 secteurs sur lesquels ça s'applique. Alors, ça met à part tout ce qui est soins médicaux. Hôpital. Il faut savoir que l'hôpital, beaucoup de gens considèrent que c'est remboursé à 100% par la Sécu. C'est vrai pour certaines choses, quoique, même quand on est 100% Sécu, il reste toujours le forfait hospitalier à acquitter. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que alors que il y a quelques années, à la fin du siècle passé, la part des remboursements hospitaliers dans le reste à charge des assurés sociaux était en baisse, aujourd'hui, il a réaugmenté. Et aujourd'hui, c'est devenu la première dépense de prestation des complémentaires. Et donc, le premier reste à charge pour les assurés sociaux après intervention de la sécurité sociale. Ce soi-disant 100% santé ne l'aborde absolument pas. Les dépassements d'honoraires, on en a parlé, Madame est revenue, Monsieur Logwick aussi, les dépassements d'honoraires des médecins, les dépassements de tarifs divers et variés, ils ne sont pas concernés non plus. Et si on reprend les 3 secteurs qui sont concernés, ça ne concerne pas tous les soins dans ces 3 secteurs. Si on prend le dentaire, par exemple, ça concerne certaines prothèses, pas toutes. Ça ne concerne pas du tout l'implantologie, ça ne concerne pas du tout la parodontie. Donc, il y a toute une série de secteurs où le reste de 100% santé n'a pas de sens et ne répond pas aux besoins. Pour l'optique, je crois que l'obligation pour les opticiens, c'est 30 montures. Dans un magasin d'optique, il y a plusieurs centaines de montures. 30 montures qui sont reste à charge zéro. Donc, on voit bien que c'est une promesse qui est un peu excessive. C'est dommage parce que c'est une réforme positive, même si elle est très limitée, elle va dans le bon sens. Le fait qu'on surdimensionne la communication, que le gouvernement ait fait le choix de surdimensionner la communication, ça peut aboutir au contraire à une perception déceptive de la part des assurés sociaux. C'est ce qui me gêne un peu. Et puis, dernier point, je m'en tiendrai là pour cette première question, c'est que ça ne concerne pas tout le monde. Donc, ce n'est pas 100% de tous les soins, ce n'est pas 100% des 3 secteurs qui ont été retenus, et ce n'est pas 100% des assurés sociaux. Parce que pour arriver au reste à charge zéro, y compris sur ce qui a été pointé, il faut avoir une complémentaire. Or, tout le monde n'a pas de complémentaire aujourd'hui, malgré la PFS. Justement, quel est le taux de couverture en complémentaire santé dans notre région? Dans notre région, si on prend tous les dispositifs, d'abord tous les opérateurs de complémentaires, la mutualité majoritaire, on parle souvent de mutuelle comme un terme générique. Il y a des mutuelles qui couvrent à peu près 60% de la population, puis il y a aussi les institutions de prévoyance et les assureurs. Si on prend les mutuelles, les assureurs, les institutions de prévoyance, et qu'on compte les bénéficiaires de la CSS, de la C2S dont on vient de parler, et que nous considérons pour ceux qui sont chez nous comme des mutualistes à part entière, on arrive à un peu plus de 95% de la population couverte.
95%, ça peut paraître beaucoup. L'essentiel est fait, on pourrait dire. Sauf qu'on parle de personnes. Et que si on ramène à la population de la région sud, 5 millions de personnes, ça veut dire 200 à 250 000 personnes qui n'ont pas de complémentaire. Et pour elles, le reste à charge zéro n'a strictement aucun sens. Aucun sens. Donc même après la C2S, on arrive à 200 à 250 000 personnes qui n'ont pas de complémentaire. Or, si aujourd'hui dans notre pays, pour quelqu'un qui a une complémentaire, on aboutit au reste à charge final le plus faible de toute l'Europe de l'Ouest, si l'on n'a pas de complémentaire, c'est l'inverse. Le reste à charge après intervention du régime obligatoire est le plus élevé de toute l'Europe de l'Ouest. Donc on voit bien que quand on n'a pas de complémentaire, on a un problème d'accès aux soins. Même quand on est au 100%, ce qu'on appelle couramment le 100% sécu, qui est en fait une prise en charge des maladies de longue durée. On sait que les patients qui sont pris en charge pour une maladie de longue durée à 100% par la sécurité sociale ont finalement un reste à charge réel qui est de plus d'une fois et demie le reste à charge des assurés sociaux en moyenne. Donc on voit bien que si on n'a pas de complémentaire aujourd'hui, on a un vrai problème d'accès aux soins dans notre pays. Est-ce que vous avez remarqué l'influence ou l'impact de la crise Covid sur les reports de soins au niveau de vos mutualistes? Oui, moi je confirme totalement ce qu'a dit M. Le Gouic. Il y a eu une forte diminution du recours aux soins pendant le premier confinement jusqu'en juin. Grosso modo, de mi-mars jusqu'en juin, il y a eu une très très forte baisse. On est revenu plus ou moins à la normale. On est pratiquement au taux habituel de recours aux soins pour la deuxième partie de l'année 2020, avec la spécificité qu'on n'a pas vu de réel rattrapage. On pouvait se dire que sur les soins auxquels les gens avaient dû renoncer, compte tenu, je ne reviens pas, M. Loïc a bien décrit les enjeux de l'époque, pourquoi les gens ont renoncé à des soins, on pouvait se dire que beaucoup les rattraperaient. Il n'y a pas eu vraiment de rattrapage. Voilà. On est revenu simplement à un niveau de recours de soins habituel, ce qui peut être inquiétant quand même sur les suites. On sait qu'il y a y compris des hospitalisations qui ont été différées, de la chirurgie qui a été différée. Moi, je ne parle pas des nouveaux épisodes là avec aujourd'hui un système hospitalier qui est encore en situation extrêmement tendue, ce qui aboutit à de nouveaux reports, notamment d'interventions chirurgicales, mais y compris sur la prévention, sur l'accès à la prévention, sur l'accès à l'ensemble des soins dont les gens ont besoin. On peut s'inquiéter des conséquences à moyen et long terme, et on peut dire qu'au-delà des décès et des malades graves directs provoqués par la Covid, on peut s'inquiéter des effets à moyen et à long terme. Oui, je partage votre opinion. Et justement, comment les associations d'usagers peuvent-elles être en lien avec la mutualité française pour aider ces personnes dont les soins ont été différés, pour les aider à remettre en route leur prévention, pour les accompagner sur un parcours de soins plus facile? Comme vous l'avez dit, on a déjà des relations. Vous avez cité les instances dans lesquelles on se retrouve. Pour parler plus directement de la région sud, on est aussi en relation avec de nombreuses associations de patients et d'usagers, notamment sur la prévention. Vous disiez, effectivement, nous, on est une structure qui regroupons la quasi-totalité des mutuelles relevant du code de la mutualité, donc les organismes à but non lucratif uniquement ceux relevant du code de la mutualité, mais ceux-là, on les regroupe, on les fédère quasi intégralement. Et donc, notre rôle, c'est de les représenter, effectivement, mais on a aussi un rôle au niveau régional, dans nos unions régionales, c'est de porter la prévention pour tout ce qui est prévention d'intérêt général. Chaque mutuelle a des actions de prévention, y compris c'est une obligation légale aujourd'hui, mais nous portons des politiques de prévention plus globales, en partenariat avec l'assurance maladie souvent, mais aussi très souvent avec les collectivités territoriales et avec les associations. Il y a une multitude d'associations sur les départements avec lesquelles on travaille. Je peux vous les citer si vous voulez, il y en a plus d'une dizaine. Et puis avec, alors, pas tout à fait la FAS, mais son prédécesseur, donc ça remonte à quelques années. Oui, je suis connu à ce moment-là. Au moment de la CI2S, je crois, oui. On avait y compris fait une conférence avec M. Saout
à Marseille, à la Friche de la Belle de Mai. Je me souviens, donc ça remonte à quelques années. Mais on est très, très preneurs. En fait, on a les mêmes objectifs, on a le même rôle. Notre rôle, les mutuelles, une mutuelle, c'est une structure qui est créée par ses adhérents pour répondre collectivement à un problème qui est l'accès à la santé, l'accès aux soins, l'accès à la prévention, l'accès à la santé. Votre rôle et votre action, elle va complètement dans le même sens. Donc, on a une convergence d'intérêts. On est, nous comme vous, des organismes à but non lucratif. Nous avons la même gouvernance qu'une association. Nous avons le même fonctionnement avec des administrateurs, bénévoles, des assemblées générales. Donc, on a tout intérêt, même si nous, on a des contraintes supplémentaires liées à l'activité de complémentaire santé, on a tout intérêt à travailler ensemble. D'autant qu'au-delà de la complémentaire santé, je l'ai dit, on fait de la prévention, mais ce qui est beaucoup moins connu du grand public, mais je pense que vos militants le connaissent mieux, on a aussi une forte action en termes d'offres de soins, justement pour permettre à tous d'accéder aux soins. Et en particulier dans cette région, nous avons beaucoup de centres de santé, dentaires, médicaux, polyvalents, mais en particulier médicaux et polyvalents. Je crois qu'on est la région où l'offre de centres de santé médicaux de la mutualité est la plus dense. Dans ces centres médicaux, on respecte le secteur 1, on respecte le tiers payant pour tous, on a une action d'accès aux soins pour tous. Dans certaines de nos réalisations, on reçoit jusqu'à 35%, par exemple, de bénéficiaires de la C2S, alors que globalement, elle est de l'ordre de 10 à 15%, je crois, dans la région. Vous voyez, c'est le résultat de ce qui a été décrit tout à l'heure sur les refus de soins, qui renvoie les gens dans les centres de santé. Alors nous tenons à ne pas être à porter une offre pour l'ensemble de la population, parce qu'on pense que si on fait des ghettos, c'est bon pour personne, y compris pour ceux qui sont dans les ghettos. Donc on ne veut pas faire de dispensaires, on fait des centres de santé pour tous, avec un niveau d'exigence qui permet de répondre aux besoins de santé de l'ensemble de la population, de l'ensemble des assurés sociaux et bien sûr de l'ensemble des mutualistes. Mais on est pour la plupart de nos réalisations, même pour toutes maintenant, ouverts à tous. Donc à tous, ça dépasse largement nos simples adhérents. Et sur cette base-là, je crois qu'on aurait des choses à travailler encore ensemble. Comme le disait M. Logui, on participe à la plateforme, on a signé un partenariat avec l'assurance maladie au tout début du lancement de ce qu'on appelait à l'époque le FIDAS, c'est difficile à prononcer, la plateforme interdépartementale d'accès aux soins et à la santé. Et nous participons à la fois comme pour repérer les difficultés d'accès aux soins des populations et donc faire rentrer les gens dans le dispositif, mais aussi pour répondre aux besoins de complémentaires, comme l'a dit M. Logui, mais aussi aux besoins de soins dans le cadre du respect du secteur 1. Parce que s'il y a des renoncements aux soins, c'est bien parce qu'il y a des problèmes d'accessibilité géographique, temporelle, mais aussi des problèmes d'accessibilité financière. Et de ce point de vue-là, les dépassements de tarifs, les dépassements d'honoraires posent un problème sérieux. C'est Mme Reville qui disait 25% des gens qui renoncent à des soins. Vous voyez, 5% des gens qui n'ont pas de complémentaire, 25% qui renoncent à des soins, ça veut dire qu'il y en a une bonne partie de ceux qui, y compris un complémentaire, qui ont des difficultés pour accéder aux soins. Et donc là-dessus, on a beaucoup de travail à faire. Je vous ai dit, c'est notre raison d'être. Je pense que c'est en grande partie la vôtre aussi. Donc moi, j'en appelle à pouvoir travailler le plus étroitement possible et le plus régulièrement possible entre nous pour tirer dans ce sens-là. Et le constat qui vient d'être fait prouve qu'il y en a besoin. Effectivement, il y a un grand besoin. Avec plaisir, nous travaillerons ensemble pour permettre à tous d'accéder à une santé plus humaine et plus durable. Merci à vous deux pour ce face-à-face, de belles perspectives de collaboration partout en France, je l'espère, entre France Asso Santé et la Mutualité française. Nous allons écouter à nouveau Elena Reville, qui va nous apporter des détails sur les reports de soins. Lorsque l'on parle de non-recours ou de renoncement en matière de santé, on a souvent l'impression que ces situations sont des états totaux et définitifs. Or, lorsque l'on analyse ces situations, lorsqu'on les regarde de près, on voit bien que les personnes n'ont parfois pas eu recours pendant un temps à un soin, à une offre, puis y ont recouru. Le fait de recourir aux soins, de se tourner vers un professionnel de santé, est notamment dépendant de la perception d'un besoin. Donc on voit bien dans nos enquêtes que la perception du besoin, elle peut prendre parfois du temps, qu'elle est dans certaines situations d'ailleurs impossible pendant un temps, puis
les personnes vont arriver à prendre conscience d'un besoin. Et puis, on voit aussi dans les enquêtes que certains besoins sont complètement oubliés, enfouis, et que parfois, ils remontent à la surface. Donc, ce qui est important de dire, c'est qu'une partie de ce qu'on appelle du non-recours ou du renoncement est en définitive du recours différé, ou on pourrait aussi qualifier ces situations de report de soins. C'est important en fait de le dire parce que ce qui nous intéresse aussi quand on travaille sur le non-recours, c'est les passages entre non-recours et recours. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on passe d'un état à un autre? Donc de reprendre un petit peu la lecture de tout ça dans une perspective processuelle. Quel rôle joue l'entourage des personnes dans le fait de recourir, dans la décision de ne plus rester en dehors de certains soins? Quel rôle jouent des professionnels? Donc finalement, ce qui est intéressant, c'est aussi de se dire pendant combien de temps les personnes ont été en situation de non-recours ou de renoncement. Depuis combien de temps ça dure? Parce qu'en fait, la durée de cette situation-là va aussi être un indicateur peut-être de la gravité de la situation. Toutes les situations ne se valent pas. Il y a effectivement des personnes qui n'ont plus du tout l'intention de se soigner, qui ont perdu cette intention, quand d'autres ont toujours en fait l'intention de se soigner et sont toujours en fait dans une situation où elles diffèrent le moment où elles vont pouvoir le faire, notamment parce qu'effectivement les personnes peuvent avoir déjà eu recours, déjà consulté, et puis elles n'ont pas trouvé de réponse à leur situation, donc finalement elles vont reporter le fait de continuer leur chemin dans les soins. Pour conclure, on peut peut-être prendre l'exemple de la situation actuelle. On a mené une enquête très récemment sur les personnes qui ont renoncé à des soins lors du premier confinement, celui de mars 2020. On voit en fait qu'une majorité de ces situations ne peuvent pas être qualifiées de renoncement à proprement parler. Ce sont en fait des reports. Les personnes ont temporairement différé leur demande de soins. Donc, ce qui veut dire qu'une partie des personnes a rattrapé ses soins. Pas l'ensemble, mais une partie. D'où l'importance de remettre un petit peu dans la boucle ces notions de temporalité. Nous, à présent, nous allons accueillir notre dernière invitée du jour, Féreuse Aziza, qui est donc notre conseillère technique assurance maladie. Michel, c'est à vous. Bonjour, nous accueillons donc, comme vient de le dire Sylvia, Féreuse Aziza, qui est le représentant de notre association au niveau national, France Asso Santé, spécifiquement sur l'assurance maladie. Donc, en tant que conseillère technique, j'aimerais que vous nous disiez, s'il vous plaît, Féreuse, de quelle manière les associations adhérentes à France Asso Santé se saisissent de ce problème d'accès aux soins et de non-recours aux soins. Bonjour, merci de m'avoir invité à cette session de face à face PACA. Alors, il y a plusieurs façons en fait dont les associations se saisissent de ces questions d'accès aux soins. C'est en tout cas, une des actions phares de nos associations membres. Elles s'en saisissent de manière individuelle déjà. En fait, chacune des associations individuellement et dans son champ, finalement, se saisit de cette question dans le cadre à la fois de l'accompagnement qu'elle propose à ses adhérents ou à son public cible, et puis son rôle d'intercesseur qu'elle joue aussi avec quand il y a une situation de difficulté particulière qui lui est amenée. Elle joue souvent un rôle d'intercesseur avec soit le pouvoir public, soit une administration, un établissement ou un professionnel de santé. Et puis elle sollicite directement aussi évidemment toutes ces organisations. Donc ça c'est déjà un point important et c'est comme ça qu'elle peut se saisir individuellement. Mais elles s'en saisissent aussi de manière collective. Et c'est en fait d'ailleurs tout l'intérêt de France Asso Santé, qui est une union d'associations
Donc nos associations, elles se mettent en lien. Et notamment, alors pour vous parler, en ce qui concerne le national, il y a des groupes de travail qui existent, dont un groupe de travail assurance maladie, mais aussi offre de soins, etc. Et ce sont des groupes interassociatifs. Donc ça veut dire que ces différents groupes de travail mettent en commun finalement toutes ces questions de difficulté d'accès aux soins qu'elles rencontrent pour travailler dessus. Et c'est des actions très concrètes qui sont faites, notamment France Asso Santé étant sollicitée par les pouvoirs publics concernant les politiques de santé. Donc dès lors qu'il y a par exemple une loi, donc lorsqu'il y a eu la loi Ma Santé 2022, l'avis de France Asso Santé a été requis. Et cet avis, ça a été une contribution qui a été faite, des contributions de toutes les associations membres de France Asso Santé, en fait. Vous voyez, c'est du travail collectif et ça permet de faire remonter. Pareil pour le Ségur de la santé. Il y a une très grosse contribution de France Asso Santé qui est le fruit du travail interassociatif sur toutes ces difficultés. Donc, il y a les élaborations de propositions, par exemple, au projet de loi de financement de la sécurité sociale tous les ans. Et les questions d'accès aux soins sont des questions centrales. Et en fait, tout ça, ça fait avancer les choses. On s'en rend pas toujours compte directement, mais ça fait vraiment avancer les choses. Je vais vous donner un exemple. On parlait de refus de soins tout à l'heure. Très récemment, ont été mises en place les commissions de conciliation refus de soins. Ces commissions de conciliation refus de soins, donc qui sont assurance maladie et ordre professionnel, elles ont été créées en 2009 par la loi HPST, donc ça date, mais le décret qui devait les mettre en œuvre, il était enterré depuis tout ce temps-là. Et s'il est ressorti là tout récemment, c'est parce que, en fait, lors justement de la loi Ma Santé 2022, il y a eu une proposition d'amendement qui a été faite par France Asso Santé, qui a été votée au Parlement et qui avait été d'ailleurs, qui était passée en première lecture à l'Assemblée nationale, qui demandait justement une définition des refus de soins, qui demandait voilà un certain nombre de choses pour lutter contre un affichage obligatoire, pour lutter contre les refus de soins. Alors, cet amendement, finalement, il n'a pas été adopté, mais néanmoins, il a mené à quelque chose, c'est la promesse de la ministre à l'époque, Madame Buzyn, de sortir ce fameux décret. Et donc, ce fameux décret, finalement, le projet de décret nous a été envoyé, on a pu du coup intervenir en tant qu'association sur ce projet de décret, sur la rédaction, notamment on a demandé à ce que des éléments soient supprimés des projets. Alors tout n'a pas été accepté, nous on souhaitait que les représentants des usagers soient membres de cette commission, ce qui n'est pas le cas. On est vraiment assurance maladie ordre. Mais néanmoins, ça a permis quand même de faire sortir ce point-là. Un autre exemple sur la question de la complémentaire santé solidaire, vous savez qu'il y a eu le fonds de la complémentaire santé solidaire a disparu. C'était un fonds, c'était une instance indépendante qui gérait la complémentaire santé solidaire et qui menait des études, notamment cette étude dont on a parlé tout à l'heure sur les refus de soins par le défenseur des droits, c'était avec le fonds, à l'époque le fonds CMUC, il a disparu. Et ce qui a disparu avec, c'est le conseil de surveillance. Et dans ce conseil de surveillance, il y avait une pluralité d'acteurs, notamment les associations, étaient représentées, la mutualité française était représentée, il y avait des parlementaires, etc. Et on a demandé à ce que soit maintenu un comité de suivi. Donc, ils ont bien maintenu un comité de suivi de la complémentaire santé solidaire, ce qui nous permet d'avoir un regard et un suivi de ces questions. Alors, pareil, sur la question de l'accès aux médecins traitants, on a fait porter des propositions qui ont fait beaucoup de bruit, qui ont permis, on avait demandé un droit opposable aux médecins traitants, puisqu'il y a la grosse difficulté aussi de l'accès aux médecins traitants. Alors, toutes ces propositions-là, même si elles ne sont pas forcément adoptées dans le cadre d'une loi, mais ça amène ensuite d'autres dispositions. Et donc, je dirais que les associations, c'est avec ce travail finalement de plaidoyer, notamment, et d'observatoire, puisqu'elles sont un observatoire privilégié de toutes les difficultés qu'elles peuvent se saisir d'accompagnement et d'information. Merci Firoz. Est-ce que vous voyez d'autres leviers pour lever ces barrières ? Oui, alors les leviers principaux, ça rejoint ce que j'ai dit à l'instant, mais c'est effectivement au niveau des associations déjà tout ce qui concerne la communication et l'information. Déjà, c'est vrai que une association, elle a tout à fait son rôle d'en pouvoir relayer la communication et l'information, puisque beaucoup de choses ne sont pas connues. Là, on parlait des commissions de conciliation de refus de soins à l'instant. Si vous voulez, c'est bien d'avoir créé ces commissions de conciliation, mais néanmoins, s'il n'y a pas une vraie communication, et honnêtement, je trouve qu'il y a assez peu de communication, y compris de la part de l'assurance maladie. On a sollicité pour qu'il y ait plus de communication. Alors, il y a bien un modèle de saisine
du formulaire sur le site Amélie, qui a été mis en ligne. Mais c'est vrai qu'il y a assez peu de choses en termes de communication sur tout ça. Nous, on souhaiterait aller plus loin. On voudrait qu'il y ait vraiment un affichage obligatoire dans toutes les structures de soins de l'interdiction des refus de soins, avec toutes les démarches, une communication sur toutes les démarches possibles, que ce soit effectivement le défenseur des droits, la médiation de l'assurance maladie, la commission, la saisine des ordres, etc. Mais il y a assez peu de choses. Et après, il y a toute cette question de plaidoyer, mais c'est surtout la représentation des usagers dans les différentes instances, que ce soit au national ou au local. Aujourd'hui, si vous voulez, les associations siègent dans beaucoup d'instances. Et là, elles ont vraiment un rôle. Alors, par exemple, au niveau assurance maladie, France Asso Santé, il y a France Asso Santé, la FNAT et l'UNAF, sont toutes les trois membres en fait de l'assurance maladie, du conseil de l'assurance maladie, que ce soit au national ou bien dans les caisses primaires d'assurance maladie. Donc ça, c'est important parce que ça permet d'être vraiment au plus proche de tous ces questionnements d'accès aux soins. Mais on est aussi dans les commissions refus de soins des ordres, puisque chaque ordre, en fait, que ce soit l'ordre des médecins, des dentistes ou des sages-femmes, ont une commission refus de soins. On en fait partie. On fait partie de groupes de travail avec le défenseur des droits, les comités d'entente du défenseur des droits au niveau national, nous en faisons partie. On fait partie du comité de suivi 100% santé, etc., comité national de l'offre de soins. Et puis, mais c'est aussi au niveau local, tout ce qui est, même quand on est représentant d'usagers en CDU, c'est un moyen aussi de pouvoir lutter contre les questions de difficulté d'accès aux soins, dans les CEPAM évidemment, en CTS. Là où il manquerait peut-être un petit peu, c'est tout ce qui concerne la médecine de ville. C'est pour ça que on souhaiterait aussi vraiment pouvoir être investi dans les CPTS, les communautés professionnelles territoriales de santé, qui s'organisent, depuis quelques temps maintenant, elles commencent vraiment à s'organiser sur le territoire, et ça serait un lieu vraiment intéressant. Il y a très peu aujourd'hui de représentants d'usagers dans les CPTS, alors que c'est vraiment un lieu, puisque là on a des difficultés, c'est vraiment en fait, si vous voulez, dans le lien, dans toutes les instances un petit peu de négociation et de négociations conventionnelles. Par exemple, au national, il existe une instance qui est l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Il y a un conseil, c'est donc ce qu'on appelle l'UNCAM, et c'est ce conseil de l'UNCAM qui a ce rôle de négociation avec les professionnels de santé. Et pour l'instant, au niveau des associations, nous ne sommes toujours pas présents dans ces instances-là. Et c'est là qu'on a des difficultés parce que beaucoup de choses se jouent, en fait, finalement, dans ces négociations conventionnelles, et on y échappe totalement. Or, tout ce qui concerne les prises en charge des personnes, que ce soit effectivement, par exemple, des pratiques, je parlais tout à l'heure d'un affichage. Tout ce qui est affichage, par exemple, demander un affichage des pratiques, de l'interdiction des pratiques de refus de soins, ça se jouerait dans ces négociations-là, mais aussi dans tout ce qui concerne la prise en charge des personnes, etc. Donc, ça serait un lieu où on aurait intérêt. Mais c'est vrai que tout ce qui est représentation des usagers, c'est vraiment important que les associations puissent se mobiliser sur ce sujet. D'ailleurs, j'en profite pour dire que les mandats en caisse primaire d'assurance maladie vont se renouveler en 2022. Donc, il nous faut du monde pour pouvoir être présent dans toutes les caisses primaires d'assurance maladie, parce qu'il y a différentes commissions dans les caisses primaires d'assurance maladie. Il y a d'ailleurs des commissions paritaires avec les professionnels de santé aussi, donc ça peut permettre d'avoir un dialogue. Et on est aussi aux côtés il y avait donc le représentant de la mutualité française, mais qui sont aussi, et donc ça permet d'avoir des dialogues aussi avec les différents membres du conseil pour pouvoir œuvrer et demander en fait des actions, que ce soit par exemple au niveau, je parlais des actions de communication, mais la caisse primaire d'assurance maladie, on peut tout à fait solliciter, quand on est représentant d'un conseil, des actions spécifiques de communication, demander quelles sont les actions prévues de communication autour de tels dispositifs. On parlait des PFIDAS tout à l'heure, mais ça peut être aussi sur ces commissions conciliation de refus de soins, etc. Donc ce sont vraiment des lieux importants où les associations ont tout leur rôle à jouer pour représenter les intérêts en fait des usagers. Merci beaucoup, Firoz. Nous avons une ligne à France Asso Santé, ligne nationale, qui s'appelle Santé Info Droit, que les usagers, quels qu'ils soient, peuvent saisir. Au bout du fil, vous avez des avocats spécialisés qui répondent à vos questions personnelles et confidentielles. Il y en est fait, je crois, un rapport chaque année. Est-ce que pour PACA, vous avez un retour des refus de droit qui seraient passés par le centre ou qui ont été résolus
Alors oui, on a des retours. Alors pour nous, c'est toujours anonymisé, hein, évidemment, Bien puisque sûr. voilà, hein, notre ligne santé info droit reçoit des appels. Alors c'est à peu près autour de 10 000 appels par an au national et beaucoup de mails. Donc j'ai pas les chiffres précis au niveau quantitatif sur la région PACA. Néanmoins, sur les questions qui concernent les difficultés d'accès aux soins, ce qui revient beaucoup. Alors ce qui va un petit peu en contradiction avec ce que disait Madame Eskenazi, hein, du Défenseur des droits. Nous, on a quand même pas mal de choses sur les refus de soins, de ce qui ressort. En tout cas, les refus de soins des bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, notamment. Et c'est surtout, en fait, les refus de soins qui concernent la pratique de dépassement d'honoraires, puisque, en fait, quand on est bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire, il y a interdiction de pratiquer des dépassements d'honoraires. C'est-à-dire que même si vous êtes un médecin en secteur 2, vous n'avez pas le droit de demander le paiement de dépassement d'honoraires à une personne qui est bénéficiaire de la CSS. Or, on a sur la région PACA des appels qui concernent cette situation, où des personnes se sont vues appliquer des dépassements d'honoraires du fait de leur statut, alors qu'ils sont bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire. Donc ça, c'est un des points qui ressort. Un autre point qui n'est pas forcément du refus de soins, mais où les personnes s'étonnent beaucoup, c'est sur justement cette question des dépassements d'honoraires. C'est vraiment ce qui ressort le plus, je dirais, en PACA. Alors, on sait hein, que en région PACA notamment, il y a quand même une part importante de médecins en secteur 2 qui pratiquent des dépassements d'honoraires. Donc, c'est pas illogique que ce sujet-là des restes à charge, des personnes qui s'étonnent du montant des restes à charge qu'ils peuvent avoir, du fait qu'ils n'ont pas été informés forcément des restes à charge, de ne pas avoir eu les devis ou les avoir eu dans un deuxième temps, etc. Donc, on est surtout sur ces questions-là, en fait. Hein, sur ces vraiment les questions en lien avec les dépassements d'honoraires sont celles qui reviennent le plus. J'ai pas eu, en tout cas, d'éléments parce que quand on parle aussi de renoncement aux soins, il y a la question aussi du renoncement aux soins pour des motifs géographiques ou territoriaux qui peuvent se poser. Voilà. Donc là-dessus, j'ai pas vu d'éléments qui m'ont été remontés sur des questions particulières en PACA sur ces questions-là. Mais néanmoins, on sait que la ligne santé info droit, le but aussi, c'est que les associations puissent la faire connaître, cette ligne santé info droit. Alors, des associations elles-mêmes ont leur propre service hein, aussi, hein, justement, donc qui elles répondent hein, aussi à des questions, à son accompagnement juridique ou sur des questions sociales, etc. Mais pour celles qui n'en ont pas, en tout cas, c'est important aussi qu'elles puissent relayer le fait que France Asso Santé dispose de cette ligne parce que, alors effectivement, c'est un observatoire hein, aussi, donc c'est ça qui est important. Donc on publie effectivement chaque année, c'est l'observatoire en fait justement de santé info droit, et ça permet justement un petit peu d'objectiver toutes les difficultés que nous remontons parfois de manière un petit peu qualitative, c'est-à-dire que parfois c'est du ressenti. On a des remontées, par exemple sur le 100% santé, on avait pas mal de remontées comme ça associatives qui nous disaient nous on nous fait part de difficultés, etc. Mais c'est vrai que de pouvoir avoir un vrai observatoire, ça permet de montrer réellement, d'avoir des verbatim, de dire voilà, on a ces difficultés-là qui ressortent. Par exemple, sur le 100% santé, ce qui ressortait beaucoup, ce que j'ai mis sur le chat, c'est et ce qui a été d'ailleurs du coup ce qu'a corroboré une enquête de la DGCCRF. Donc c'est la direction de la concurrence et la lutte contre la fraude. On fait une enquête, ils sont en cours d'enquête en fait sur le 100% santé auprès d'opticiens et d'audioprothésistes. Et les premiers résultats, donc là pour l'instant sur 300 professionnels enquêtés, on va dire, c'est que il y a 60% qui ont des pratiques non conformes. C'est-à-dire, en gros, normalement, il y a une obligation que les produits 100% santé soient visibles. Quand vous allez, par exemple, chez l'opticien, vous devez avoir de manière très visible tous les produits 100% santé. L'offre doit vous être présentée obligatoirement. Il ne suffit pas qu'elle soit inscrite dans le devis, il faut vraiment qu'elle vous soit présentée. Et puis de manière, on va dire, honnête, entre guillemets. Et ce qui est ressorti de cette enquête, c'est qu'il y avait notamment 60% des pratiques qui étaient non conformes, donc soit une offre non visible, soit une offre pas du tout présentée, ou alors une offre très dénigrée, c'est-à-dire à dire que c'est une offre qui ne va pas, qui ne correspondait pas et qui n'était pas, en fait, qui ne montrait pas tout ce qu'était cette offre 100% santé. Donc il y a vraiment du travail à faire aussi, et donc nous en tant qu'association, c'est ce que font les associations, c'est vraiment de montrer et d'étayer
les difficultés d'accès aux soins, que ce soit en termes de refus de soins, que ce soit en termes d'accès à un médecin traitant, d'accès à des spécialistes, en termes de délai, etc., de pouvoir avoir ces éléments-là. Merci beaucoup, Farouz. J'essaie d'être rapide. Mais c'est bien, c'est Pour bien. pas dépasser mon temps. Merci à vous pour ce dernier face-à-face de cette première émission. Merci Féroce d'avoir participé. J'avais une question à Michel qui s'est échappée rapidement. Je voulais poser la question à Michel avant de libérer l'antenne sur quel point clé on pouvait retenir de ce premier face-à-face et de ces face-à-face qui ont eu lieu aujourd'hui. Tout d'abord, la problématique des reports et de refus de soins était une bonne idée pour cette journée de nos droits en santé, parce que c'est un droit essentiel et fondamental, et on se rend compte que dans notre région, comme certainement dans d'autres régions, ces difficultés touchent encore une frange importante de la population. Notre association, notre collectif et nos associations ont un rôle actif à jouer pour redonner à certains l'envie et la possibilité de se soigner et pour redonner à d'autres les possibilités de se soigner en les accompagnant. Nous avons rencontré aujourd'hui des partenaires d'importance avec lesquels le lien noué à l'occasion de cette journée doit se concrétiser par un travail tout au long de l'année qui vient pour déboucher sur des solutions efficaces. Je les remercie tous de leur engagement et de la main tendue à nos associations et à nos usagers. Merci Michel pour cette belle synthèse. Merci d'avoir été notre face-à-face de toute cette première émission. On vous remercie de cette implication et on vous dit à bientôt Michel. À bientôt à tous. Merci à tous et à toutes d'avoir été présents pour cette première émission. L'émission Face à Face reviendra prochainement pour une nouvelle thématique. Nous espérons que ce format vous a plu. Il a vraiment pour but de vous apporter de l'information, que vous soyez représentant d'usagers, bénévoles, professionnels. Partagez-le, utilisez-le, parlez-en autour de vous. Il est à votre disposition en replay sur notre chaîne YouTube de France Asso Santé PACA. Petit clin d'œil spécial à la personne qui nous a inspiré ce titre du Face à Face. D'ici là, sentez-vous bien. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.